Essayez de trouver le sommeil en visualisant l'effondrement gravitationnel d'une étoile géante ou pire, le vide terrifiant de l'espace quantique. Ça paraît complètement contre-intuitif. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. D'ordinaire, en fait, pour calmer le système nerveux, l'esprit se tourne instinctivement vers des images douces, genre le clapotis régulier des vagues sur une plage déserte, une brise légère dans un champ de blé ou une forêt paisible, quoi. C'est ça. L'esprit humain possède effectivement ce réflexe de s'accrocher à des environnements familiers, des scènes qu'on peut facilement maîtriser et catégoriser pour ressentir un sentiment de sécurité, en fait. Oui, alors que l'immensité cosmique ou les mathématiques de la physique, en général, ça provoque plutôt du vertige. Absolument. L'infiniment grand et l'infiniment petit échappent totalement à notre contrôle instinctif. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est là que l'analyse d'aujourd'hui devient absolument fascinante. Et assez inattendu pour le coup. L'exploration des sources qu'on a aujourd'hui, qui à l'origine s'appuie sur une démarche de relaxation, elles prennent exactement le chemin inverse de la fameuse plage déserte. On plonge directement dans des concepts qui sont en fait de véritables électrochocs intellectuels. C'est exactement ça. On parle de fluctuations d'énergie fantôme, de la mort violente de systèmes stellaires massifs, ou encore la dégradation inévitable de toute matière. L'idée de s'appuyer sur la rudesse de la thermodynamique pour trouver le repos, ça semble hyper paradoxal. Mais c'est pourtant la mission de notre voyage aujourd'hui. Et c'est un paradoxe extrêmement puissant en fait. L'objectif, ce n'est pas de générer de l'angoisse face à la froideur de l'espace, non, c'est de confronter la conscience à son extrême petitesse pour relativiser. Un grand recadrage en somme. Tout à fait. Pour réellement appréhender l'univers et comprendre les lois physiques qui régissent chaque seconde de l'existence, il faut observer cette symphonie des échelles. La symphonie des échelles, j'aime beaucoup le terme. C'est vraiment ça. Des particules infiniment petites jusqu'aux immenses plaques tectoniques et aux amas de galaxies, tout est lié par une mécanique invisible. Du coup, la première étape logique pour entamer ce voyage monumental, c'est de regarder ce qui compose concrètement la matière physique. Ce qui structure, ne serait-ce qu'un simple corps biologique, par exemple. C'est le point de départ idéal, oui. Les données scientifiques posent d'emblée un chiffre qui donne le vertige. Un être humain adulte est constitué d'environ 7 quadrillards d'atomes. Un 7 suivi de 27 zéros. 27 zéros. C'est une quantité tellement hors norme que le cerveau humain n'a tout simplement aucun référentiel pour en traiter le sens géométrique. C'est clair, on ne peut même pas se l'imaginer. Le chiffre est colossal, oui, mais la véritable prouesse de la physique moderne, c'est d'avoir révélé la nature même de ces quadrillards d'atomes. Parce que l'image scolaire classique de l'atome, genre la petite bille de matière dure et compacte, Elle est fondamentalement fausse. En réalité, un atome possède un noyau incroyablement dense et minuscule, et très loin autour de ce noyau orbite un nuage d'électrons. et l'espace au milieu, Eh bien, l'espace qui sépare le noyau de ces électrons est, toute proportion gardée, aussi gigantesque que le vide glacial qui sépare le Soleil des planètes de notre système solaire. c'est fou de se dire ça. Ça veut dire que la matière physique, celle qu'on touche, qu'on respire au quotidien, elle est presque intégralement constituée de vide. C'est exactement ça. Plus de 99% de vide. L'illustration fournie dans nos sources pour matérialiser ce vide est vertigineuse. Si par un processus complètement hypothétique, on parvenait à supprimer subitement tout cet espace vide à l'intérieur des atomes d'un corps humain, Oui. eh bien, la totalité de la matière restante tiendrait dans un minuscule grain de poussière, totalement invisible à l'œil nu. Et le plus dingue, c'est que ce grain microscopique conserverait exactement le même poids, la même masse que le corps d'origine. C'est incroyable. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'architecture du vivant est en fait une gigantesque cathédrale d'espace vide. Une magnifique métaphore. Et face à cette réalité, une question de pure logique physique s'impose tout de suite. Laquelle? Si la matière est faite à plus de 99% de rien, comment se fait-il qu'une table soit dure au toucher? Pourquoi la matière ne s'interpénètre-t-elle pas? J'avoue que c'est le genre de paradoxe qui bloque toujours un peu la réflexion. Si une chaise est presque intégralement composée de vide et que le corps qui s'y assoit l'est aussi, pourquoi on ne passe pas bêtement en travers? C'est la grande question quantique. Il y a une analogie assez parlante qu'on peut faire avec un ventilateur domestique. Ah oui, le fameux ventilateur. Voilà. Quand l'appareil est éteint, il y a beaucoup d'espace vide entre les pales. On est d'accord. On peut passer la main au travers sans problème. Tout à fait. Mais quand on le fait tourner à pleine vitesse, les pales ne forment plus un objet statique. Elles créent un espèce de disque flou. Et là, il devient impossible de passer la main à travers ce disque sans se heurter à une violente résistance physique, même si l'espace vide est techniquement toujours là.
L'analogie illustre parfaitement le principe dynamique à l'œuvre dans le monde quantique. Ce n'est pas la matière solide qui empêche deux objets de se traverser, c'est la répulsion électromagnétique. Donc ce sont des champs de force qui se repoussent. Exactement. Les charges négatives des nuages d'électrons d'un atome repoussent violemment les électrons des atomes voisins, et tout ça vibre à des fréquences phénoménales, de l'ordre du terahertz. C'est-à-dire, Des milliers de milliards d'oscillations par seconde. L'illusion de la solidité n'est en fait qu'un gigantesque agrégat de champs de force en constante vibration. L'idée que la matière corporelle serait semblable à une musique frénétique qui a oublié sa propre nature d'onde sonore, eh bien ça résume très bien le phénomène. c'est poétique. Mais attendez, il y a un problème de logique structurelle ici, quand on y réfléchit. Lequel? On dit que ces particules vibrent dans le vide spatial de l'atome. Mais comment ce vide peut-il servir de support à une quelconque vibration s'il n'est, par définition, rien du tout? Il faut bien que la scène existe matériellement pour les acteurs puissent s'y produire, non? Ah, c'est là que la mécanique quantique oblige à revoir complètement notre conception de la réalité. C'est vraiment le cœur du sujet. D'accord, je vous écoute. Le vide n'est absolument pas une absence de matière ou un espace inerte. Il faut complètement abandonner l'idée d'une boîte noire vide dans laquelle on aurait placé des particules électromagnétiques. Donc ce n'est pas du vide absolu. Pas du tout. La physique décrit ce milieu comme l'énergie du point zéro ou la fluctuation du vide quantique. Une forme d'énergie de fond qui tapisserait tout l'univers. C'est pire que ça. C'est un océan bouillonnant d'une violence inouïe. Un océan bouillonnant. Oui, même dans le vide intergalactique le plus absolu, le plus éloigné de tout, des paires composées d'une particule et d'une antiparticule émergent spontanément du néant. Comme ça, de nulle part. De nulle part, elles existent pendant une fraction de seconde infinitésimale, puis entrent en collision et s'annihilent mutuellement. C'est un processus incessant, à chaque endroit de l'univers, à chaque instant. Waouh! J'ai du mal à concevoir ça sans que la thermodynamique ne s'effondre, honnêtement. Créer de la matière à partir de rien, même pour une milliseconde, est-ce que ça ne viole pas la règle sacrée de la conservation de l'énergie? Eh bien, dans notre perception macroscopique, classique, oui, c'est impossible. Créer de l'énergie à partir de rien, on ne peut pas. Mais à l'échelle quantique, c'est différent. C'est là qu'intervient Heisenberg, c'est ça? C'est exactement ça. Le principe d'incertitude d'Heisenberg stipule qu'il existe un flou fondamental, une sorte de tolérance dans la nature. Une tolérance. Sur des durées de temps incroyablement courtes, l'univers autorise une incertitude sur la quantité d'énergie présente. Ah, je vois. C'est un peu comme si le vide quantique réalisait un micro-emprunt d'énergie à la banque de l'univers pour faire apparaître ces particules. Ah, la banque de l'univers, j'aime bien l'image. La seule condition imposée par les lois de la physique, c'est que cet emprunt soit remboursé. Donc les particules s'annihilent. Voilà. Et elles doivent s'annihiler si rapidement que la transaction passe complètement inaperçue à l'échelle macroscopique. Une fraude fiscale à l'échelle subatomique en somme. C'est une excellente façon de le voir, et c'est donc ce frémissement frénétique, cette soupe d'énergie virtuelle, qui assure de façon assez paradoxale la stabilité de toute la matière qui nous entoure. C'est fascinant. Mais du coup, si la réalité fondamentale n'est qu'un océan chaotique sur lequel flottent des champs magnétiques, une autre question s'impose de façon critique. Comment on tient en un seul morceau? Voilà. Comment des architectures biologiques aussi complexes, genre un arbre feuillu, un rapace ou un cerveau humain, comment tout ça parvient à maintenir sa forme dans le temps sans se désintégrer instantanément? Et c'est là que la conversation glisse irrémédiablement vers l'un des concepts les plus impitoyables de la physique, la lutte incessante contre l'entropie. L'entropie, ce mot fait toujours un peu peur, c'est quoi exactement pour ceux qui ne sont pas physiciens? L'entropie, on la qualifie souvent de souveraine absolue des lois physiques. Pour en saisir la mécanique, il faut la définir comme la flèche du temps. La flèche du temps, d'accord. C'est la tendance irréversible de tout système isolé à évoluer vers l'état le plus probable, c'est-à-dire vers le désordre, la dispersion de l'énergie et la perte d'information. Donc tout va naturellement vers le chaos. Absolument. Et la raison scientifique derrière ce phénomène n'est pas une force mystique, hein. C'est une simple question de probabilité statistique. Comment ça? Eh bien, il y a infiniment plus de configurations pour qu'un système soit désordonné que pour qu'il soit parfaitement structuré. Ah, l'image du quotidien qui rend cela très tangible, c'est la chute d'une tasse en céramique. Oui, l'exemple classique de la tasse. Si on fait tomber une tasse de la table, l'impact va briser sa structure. Ça, c'est inévitable. Et il y a des milliards de façons différentes pour que cette tasse se brise en éclats sur le sol.
Des milliards de positions différentes pour les morceaux, oui. Mais il n'y a qu'une seule et unique configuration atomique possible pour qu'elle redevienne une tasse parfaite. Et c'est pour ça que l'univers choisit systématiquement le chemin statistique le plus facile, celui de la destruction, non? C'est exactement ça. Jamais on verra la chaleur d'une pièce converger spontanément pour réchauffer une tasse de café glacé. La chaleur se disperse, les montagnes s'érodent. Et sur le plan biologique, les corps vieillissent et se dégradent. C'est inévitable. L'entropie, c'est véritablement le rouleau compresseur de l'univers. Du coup, la définition de la vie face à ce rouleau compresseur prend tout son sens. Organiser la matière, la maintenir ensemble, c'est un effort monumental et constant. On peut même dire que la vie se définit scientifiquement comme une résistance locale, acharnée, mais hélas toujours temporaire face à l'entropie. Une résistance, c'est beau. Pour qu'un organisme vive, il doit littéralement nager à contre-courant du désordre universel. Il le fait en pompant de l'énergie de son environnement, mais le prix à payer pour maintenir cette structure est colossal. Ce qui demande des périodes de pause, je suppose. Et c'est ce qui rend la biologie du repos et de l'introversion si essentielle à comprendre. Alors là, on plonge dans une ingénierie biologique fascinante. Prenons l'infrastructure d'un système nerveux humain, par exemple. On parle de 100 milliards de neurones. C'est à peu près le nombre d'étoiles dans une galaxie moyenne. Rien que ça. Ces neurones y sont interconnectés par plus de 100 km de fibres nerveuses avec des signaux électriques qui filent à la vitesse fulgurante de 80 mètres par seconde. Le risque qu'une telle usine à gaz accumule des erreurs anthropiques, des toxines ou des courts-circuits, il est juste énorme. Gigantesque même. Le maintien d'un tel réseau ne peut absolument pas se faire pendant qu'il est sursollicité par les sens en pleine journée. D'où le rôle absolument critique des phases de déconnexion. Le sommeil, ce n'est pas juste une simple perte de conscience. Ce n'est pas un interrupteur qu'on met sur la position arrêt pour économiser de la batterie. C'est bien plus actif que ça. C'est un processus de réparation active hautement structuré. Lorsque le corps s'apaise, on assiste à un véritable basculement neurologique. Au niveau des ondes cérébrales? Oui, les ondes cérébrales rapides, celles liées à l'attention, les ondes bêta, sont remplacées par des ondes alpha qui sont beaucoup plus amples et plus lentes. Et cette transition, on la ressent vraiment. Elle s'accompagne de sensations physiologiques très concrètes. La sensation des muscles qui deviennent lourds, de la respiration qui s'approfondit et du corps qui s'enfonce dans le matelas. Ce n'est pas qu'une impression psychologique, en effet. C'est le nerf vague, non? Exactement. L'axe principal du système parasympathique. Il ordonne chimiquement une chute de la fréquence cardiaque et un grand relâchement musculaire. Et il se passe quoi dans le cerveau pendant ce temps? En parallèle, il y a une structure cérébrale appelée le thalamus, qui sert de grand portier aux informations sensorielles. Et ce portier verrouille littéralement l'accès aux stimuli extérieurs. Il coupe le son et l'image, en gros. C'est ça. Cet isolement sensoriel permet au cerveau de basculer en mode maintenance. Sans cet afflux constant de nouvelles données à traiter, il a enfin le temps de nettoyer les déchets métaboliques cellulaires, d'élaguer les connexions synaptiques redondantes. Et de consolider la mémoire structurelle, j'imagine. Oui, la réparation exige l'absence totale d'interférences. Il est frappant de faire le parallèle, quand on y pense, entre cette mécanique de sommeil humain et le fonctionnement du mycélium sous les grandes forêts. Oh, le réseau fongique! C'est une très belle comparaison. Ce vaste réseau fongique, parfois appelé le Wood Wide Web, le réseau Internet de la forêt, eh bien, il ne prospère pas dans la lumière. Il tisse ses connexions de manière invisible, dans le silence et l'obscurité totale du sol. À l'abri du chaos de la surface. Voilà. Millimètre par millimètre, le mycélium connecte les racines, échange les nutriments vitaux entre les arbres, régule les défenses chimiques de la forêt. Tout ça loin de l'agitation. Et le sommeil opère exactement avec cette même rigueur silencieuse pour maintenir l'écosystème de notre corps. C'est fascinant. Et la métaphore de ce réseau souterrain s'applique d'ailleurs tout autant aux dynamiques de la psychologie humaine, particulièrement en ce qui concerne l'introversion. Ah oui, c'est vrai que les sources abordent ce point. L'introversion n'est pas juste un trait de caractère social. Pas du tout. Les sources soulignent que la quête de silence ou d'isolement n'est absolument pas un défaut de conception sociale, mais bien une exigence anthropique. Une exigence anthropique, donc c'est physique. Oui, un système ultra-réactif a viscéralement besoin de réduire drastiquement ses entrées d'informations pour reconstruire son intégrité interne face au chaos ambiant. Le silence n'est donc pas qu'une simple absence de bruit. C'est littéralement l'outil principal de la lutte anti-anthropique. C'est joliment résumé. Mais cette lutte pour le maintien de l'ordre, elle ne s'arrête pas aux frontières de la biologie ou de nos petites nuits de repos, hein. Pour véritablement appréhender l'origine des matériaux qui composent nos fameux 7 quadrillards d'atomes, l'observation doit s'affranchir de notre temporalité humaine.
étirer l'échelle du temps jusqu'à des proportions géologiques et astronomiques. On pénètre alors dans le macromonde. Et la géologie offre effectivement la démonstration la plus implacable de cette patience matérielle, si on observe la sédimentation marine par exemple. L'accumulation de fragments de roches microscopiques et de coquilles au fond des océans. Voilà, tout ça se dépose à un rythme moyen de quelques millimètres par siècle. À l'échelle d'une vie humaine, c'est totalement imperceptible. Oui, on ne voit rien bouger. Mais au fil du temps géologique, ces minuscules dépôts s'empilent pour former la mémoire stratigraphique d'une planète entière. La lenteur de la dérive des continents relève aussi de la même échelle vertigineuse en fait. La croûte terrestre est fracturée en immenses plaques lithosphériques qui supportent le poids des océans et des continents. Des masses absolument titanesques. Et ces masses se déplacent à la même vitesse qu'un ongle humain pousse sur un doigt, à peine quelques centimètres par an. Et pourtant, avec le levier impitoyable de dizaines de millions d'années, la collision de ces plaques déchire des terres pour ouvrir des océans entiers comme l'Atlantique ou plisse la roche massive pour faire surgir la chaîne de l'Himalaya. C'est un mouvement perpétuel d'une puissance inouïe. Et le plus remarquable, c'est que la biologie parvient à s'adapter et à résister à l'entropie, même dans les environnements soumis aux pressions les plus extrêmes de ces forces tectoniques. La vie s'accroche partout, c'est fou. Les abysses océaniques en sont d'ailleurs la preuve la plus frappante. Ah oui, c'est le cas de la fosse des Mariannes par exemple. Elle plonge à près de 11 km sous la surface de l'océan Pacifique. C'est un environnement qui défie l'imagination honnêtement. Avec une pression colossale. La pression de l'eau y est 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique terrestre. N'importe quel objet creux de la surface y imploserait instantanément. Et pour couronner le tout, le plancher océanique à cet endroit est percé de cheminées hydrothermales, d'où jaillit un fluide volcanique surchargé de minéraux, à des températures frôlant les 350 degrés Celsius. 350 degrés. Sous l'eau, c'est une température qui ferait fondre du plomb. Littéralement. Et pourtant, autour de ces fissures infernales, une vie luxuriante a trouvé le moyen de s'organiser. Des organismes vivent là-dedans? Oui, bien sûr, des champs de bactéries extrémophiles se nourrissent du soufre et ça sert de base à des écosystèmes entiers abritant des crabes blancs, aveugles, des créatures bioluminescentes. La résistance biologique s'obstine là où les lois de la thermodynamique semblent pourtant les plus écrasantes. C'est une démonstration de résilience absolue. La vie trouve un chemin, comme dirait l'autre. Mais rembobinons la flèche du temps encore plus loin, bien avant la formation des océans ou la tectonique des plaques terrestres. Il faut remonter à la première brique fondamentale de tout ce qui existe. L'hydrogène. Voilà, un élément dont la naissance remonte à environ 380 000 ans après le Big Bang, au moment où la soupe de plasma primordiale a suffisamment chuté en température pour permettre aux premiers électrons de s'attacher aux protons. Le premier atome. Ce gaz extrêmement simple s'est répandu dans l'univers jusqu'à ce que la gravité le force à s'effondrer sur lui-même pour allumer les premiers fours nucléaires de l'histoire cosmique, les étoiles. Et c'est précisément le cycle de vie de ces immenses réacteurs nucléaires qui détient la clé de l'existence de la matière complexe, en fait. Le parcours évolutif d'une étoile comme notre Soleil permet de comprendre cette dynamique de création. Comment ça se passe pour le Soleil? Actuellement, il est au milieu de sa séquence principale. Il convertit tranquillement son hydrogène en hélium pour briller. Mais dans un peu plus de 5 milliards d'années, ce carburant viendra à manquer. Et là, l'équilibre s'effondrera forcément, parce que jusque-là, la force d'écrasement de la propre gravité de l'étoile est contrebalancée par la pression de l'énergie nucléaire qui pousse vers l'extérieur. C'est une lutte constante. Exactement. Une balance parfaite. Mais sans hydrogène à brouiller, eh bien la gravité l'emportera. Le cœur de l'étoile va se contracter brutalement sous son propre poids. Ouch, ça doit générer une chaleur phénoménale. Tellement phénoménal que ça provoquera l'expansion démesurée des couches externes de gaz. Le Soleil se métamorphosera alors en une géante rouge, enflant tellement qu'il avalera purement et simplement les orbites de Mercure et de Vénus. Un véritable cataclysme gravitationnel et thermique inévitable pour tout notre voisinage stellaire. Oui. Et après avoir expulsé son enveloppe externe sous la forme d'une vaste nébuleuse planétaire, le Soleil ne laissera derrière lui que son cœur mis à nu. Ce qu'on appelle une naine blanche. Voilà. Une sphère d'oxygène et de carbone hautement cristallisée. Imaginez, elle comprimera la moitié de la masse de notre étoile actuelle dans le volume réduit d'une planète comme la Terre. Une densité hallucinante.
Et sans aucune réaction nucléaire pour générer de la nouvelle chaleur, ce vestige hyper dense passera les milliards d'années suivantes à se refroidir inexorablement. L'étape finale théorique de ce lent déclin, c'est ce qu'on appelle la naine noire. La naine noire, un astre totalement froid, mort et invisible. C'est ça. Sur notre propre perception du temps. L'univers, avec ses 13,8 milliards d'années d'existence, il est tout simplement Trop jeune. trop jeune pour la mort d'une étoile. Trop jeune pour qu'on puisse observer une naine noire. Il ne s'est pas encore écoulé suffisamment de temps dans toute l'histoire du cosmos pour qu'une seule naine blanche ait pu se refroidir jusqu'à devenir une naine noire. C'est le processus de refroidissement anthropique le plus lent qu'on puisse imaginer. C'est vertigineux de se dire que notre univers n'est pas encore assez vieux pour ça. Mais si on relie cela à la vue d'ensemble, l'observation de ces gigantesques chaudières stellaires permet surtout de comprendre le mécanisme fondamental de la chimie du vivant. Ah, la création des éléments chimiques? Exactement. La gravité monumentale qui écrase le cœur des étoiles mourantes ne fait pas que produire de la lumière. Elle force les atomes légers à fusionner entre eux dans des conditions de chaleur et de pression d'une violence inconcevable. C'est le processus de la nucléosynthèse. Oui, le cœur de l'étoile fabrique d'abord de l'hélium, puis, à mesure que la pression augmente, il fusionne l'hélium pour créer du carbone. Puis de l'oxygène, du silicium et ainsi de suite, jusqu'à former du fer. Tout à fait. Et lorsque l'étoile massive explose finalement en supernova, elle ensemence le vide spatial avec tous ces éléments lourds fraîchement forgés. Et c'est ça le point le plus important. Sans ces explosions cycliques d'étoiles moribondes tout au long de l'histoire cosmique, l'univers ne contiendrait que du gaz léger. Rien d'autre. Pas de planète rocheuse, pas de vie. Les forges nucléaires des étoiles ont littéralement fabriqué le fer qui permet aujourd'hui à nos globules rouges de transporter l'oxygène dans nos vaisseaux sanguins. C'est fou. Elles ont créé le calcium qui assure la rigidité de notre squelette et l'oxygène indispensable à notre métabolisme cellulaire. Tout le fonctionnement de l'organisme humain s'appuie sur des matériaux assemblés dans les convulsions des supernovas. C'est un grand circuit fermé. Exactement. Du bouillonnement fantomatique de l'énergie quantique du vide qui soutient l'architecture de nos atomes, en passant par le travail rigoureux de réparation neuronale durant le sommeil pour repousser le chaos de l'entropie, jusqu'aux forges gravitationnelles des astres morts. L'univers n'est qu'un incommensurable système de transformation matérielle. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? Quand on rassemble tous les morceaux de ce gigantesque puzzle, on réalise l'ampleur de ce que représente un simple être humain. Une immensité dans un si petit espace. Il aura fallu près de 14 milliards d'années d'évolution chaotique, de collisions intergalactiques, de dérives tectoniques lentes et d'extinctions massives uniquement pour qu'une architecture biologique assez sophistiquée puisse voir le jour. Nous, Une structure capable de pointer des télescopes vers la nuit et de contempler les mécanismes mêmes qui l'ont engendré. D'un point de vue purement matériel, la biologie humaine, c'est l'univers qui a développé un organe sensoriel pour se regarder évoluer. c'est une perspective qui invite nécessairement à repenser notre rapport fondamental au lâcher-prise. Les éléments d'analyse rappellent une mécanique magnifique concernant l'acte le plus banal de l'existence. Respirer. Juste respirer. Oui. Lors de chaque inspiration nocturne, le flux d'air qui remplit les poumons contient inévitablement des milliards de molécules d'oxygène qui, à un stade reculé du temps géologique, ont traversé les stomates des fougères géantes des immenses forêts du Carbonifère. Oh waouh! Ces mêmes molécules ont peut-être été expirées par les vents d'une baleine bleue, chassant dans l'obscurité des abysses des millions d'années avant notre naissance. C'est le grand recyclage thermodynamique à l'œuvre. Et cette dissolution de l'individualité, en fait, elle trouve un écho parfait dans l'expérience de l'hypnagogie, cet état neurologique crépusculaire où l'on flotte juste à la frontière entre la veille et le sommeil profond. Le moment où l'on s'abandonne. Dans cet espace transitoire, la perception stricte du moi s'effrite. Les barrières cognitives qui séparent l'individu du reste de son environnement deviennent poreuses. Et quand on relie ce glissement psychologique à la réalité astrophysique qu'on vient de déployer, la perspective change du tout au tout. C'est vrai. Sachant que chaque atome d'une main humaine a résisté aux températures annihilantes de la mort d'une étoile géante, et que ces atomes survivront bien au-delà de l'existence humaine pour retourner un jour s'agréger dans de nouveaux nuages de gaz cosmique, l'idée de la mort et de la conscience prend une tournure totalement différente. Cela soulève une question importante, effectivement. La conscience, cette capacité à analyser, à ressentir et à intellectualiser l'univers,
pourrait bien n'être au bout du compte qu'une propriété émergente de la matière physique. Une organisation temporaire. Extrêmement fragile, oui. Un agencement chimique éphémère qui permet à un petit bloc de l'univers de s'éveiller, de s'émerveiller de sa propre existence, avant de reprendre inéluctablement sa place dans l'inerte et silencieuse symphonie cosmique. Une brève étincelle de lucidité arrachée à l'éternité du vide. Appréhender les lois de la physique de cette manière, ce n'est plus du tout étudier une discipline austère ou clinique. C'est véritablement écouter la plus ancienne, la plus vaste et la plus implacable des chroniques jamais racontées. Une invitation à la contemplation, en somme. Et quand la conscience s'abandonne à cette immensité, à la fin d'une journée, la sensation vertigineuse de savoir qu'au repos le plus total, chaque atome est le vestige actif d'une étoile morte, constitue sans doute le moyen le plus abouti de trouver enfin une véritable forme de paix.